Walter Boujna, quel est ton avis sur la question, s'il te plaît? À mon avis, il faut d'abord faire un petit bilan quand même sur l'immigration. L'immigration a eu des côtés positifs, il ne faut pas le nier. C'est toujours une question de contexte et d'économie. On va dire pendant les 30 Glorieuses, il y avait des avantages à faire venir des travailleurs. Le problème a commencé quand il y a eu le regroupement familial, où ce n'était plus l'immigration dont le pays avait besoin, c'était une immigration finalement qui devenait un petit peu incontrôlée. Et je ne vais pas rentrer dans les origines des immigrés parce que c'est très important, mais peut-être qu'on y viendra plus tard. Aujourd'hui, bon, sans rentrer dans le détail, on voit bien que l'équilibre est rompu depuis longtemps. On voit bien que depuis 30 ans, les politiciens lâches, clientélistes, nous mentent sur les chiffres d'une manière mais honteuse. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, enfin, le nombre de musulmans, on dirait qu'il n'a pas bougé depuis 30 ans. Les gens ont quand même des yeux pour voir. Donc, le problème, on ne peut pas le régler avec une seule mesure. On le régler avec plusieurs mesures sur différents niveaux. Aussi bien la politique d'immigration pure et dure, donc comment on rentre dans ce pays, est-ce que c'est porte ouverte ou n'importe qui comme actuellement, ou est-ce que c'est porte fermée? Bon, moi je suis plutôt pour la porte fermée. Ensuite, ça sonne aussi par des mesures au niveau de la justice. Il est intolérable que nous ayons des étrangers, même des binationaux, des fois des clandestins, qui soient multirécidivistes. C'est un truc incroyable. Et enfin, déjà par ces deux leviers, on peut faire non pas une remigration automatique, comme j'entends des fois, juste sur la base du nom ou des origines, mais une remigration, c'est-à-dire sous forme d'expulsion, déjà de tous ceux qui n'ont pas à être là et qui ne méritent pas d'être accueillis. Donc déjà, on enlèverait, on va dire, une petite partie qui est à la source d'un très gros pourcentage de problèmes. Voilà. Je crois pas qu'il y ait une solution unique. Ok, très bien, merci beaucoup. Walter ou M. Benedetti, vous voulez réagir à ce qui a été dit ou pas du tout? Oui, alors je dois dire que quand j'ai dit fermer les frontières, c'était une image parce que la question était fermée, justement. Donc évidemment que fermer les frontières, c'est une image qui regroupe beaucoup d'actions concrètes. Par exemple, le droit d'asile, mis à part des cas de guerre avérée, ce qui est peut-être le cas pour 5% maximum des demandes, la demande devra se faire dans le pays de départ, dans un pays limitrophe, entre autres mesures. Mais maintenant, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Harispe sur l'assimilation. L'assimilation, je crois que c'est un fantasme. Pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'on puisse vraiment assimiler les dernières, on va dire, générations, les dernières origines des immigrés. Pourquoi? Je crois que la France… Pourquoi on ne pourrait pas? J'y arrive. Je crois que la France a, comme les pays occidentaux, ils ont commis un péché d'orgueil. C'est-à-dire qu'ils ont pensé, après la décolonisation, que le fantasme de tous les Africains ex-colonie française ou maghrébins, leur fantasme, c'était de devenir français. Et ils ont cru que les gens allaient venir en oubliant complètement leur code, on dit ah c'est super, on va devenir français. Or, déjà la civilisation musulmane, ou la religion musulmane, est plus forte que la nation. Ils le disent eux-mêmes, que toute nationalité. Donc c'était un fantasme de croire que tout le monde allait s'intégrer, ou s'assimiler, même pas s'intégrer, s'assimiler comme ça de manière naturelle. Ce qui a pu être fait pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Polonais, pour toutes les premières vagues d'immigration qui étaient de culture chrétienne, c'était presque une évidence. Et en plus, il y avait une espèce de reconnaissance, parce qu'ils fuyaient tous quelque part, quelque chose, un dictateur, etc. Les suivants ne fuyaient pas forcément quelque chose. Ils venaient pour essayer d'avoir une meilleure vie. Alors c'est tout à fait honorable, mais ce n'est pas la même reconnaissance qu'on a pour le pays. Donc moi, je ne crois plus aujourd'hui à l'assimilation des nouveaux migrants, on peut appeler ça comme ça. Je crois plutôt qu'on peut tenter l'intégration. L'assimilation, on n'y arrivera jamais. Et je veux dire, pour finir, on peut d'autant moins le faire qu'entre ces 40 dernières années, la culture, les bases, les racines chrétiennes de la France ont été complètement détruites par pas mal d'événements et pas mal de gens qui ont œuvré pour ça, notamment les francs-maçons. Donc on arrive maintenant à un pays qui est, comme l'a très bien dit M. Benedetti, c'est une espèce de millefeuille de communauté où tout le monde peut faire n'importe quoi et il n'y a plus du tout de ciment. On n'impose pas un ciment. Et là, on va revenir sur peut-être un autre problème, la laïcité. Et d'un côté, au départ, c'était peut-être bien d'enlever un petit peu l'Église du pouvoir et de l'État, mais en allant trop loin, on arrive à quelque chose qui n'a plus de ciment. Il n'y a plus de racines vraiment chrétiennes de la France. Elle s'est diluée. Walter Boujna, on ne t'a pas entendu depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu peux dire? J'attends qu'on me donne la parole. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Benedetti. Je trouve ça assez original d'aller chercher des bases d'une autre époque, mais alors vraiment d'une autre époque, en disant que oui, ça a toujours été comme ça, la preuve. Bon, là, vous parliez quelque part de gens qui étaient, à l'époque, il y avait un statut d'esclave déjà, donc c'est un peu décalé. Mais si on va plus loin, si j'adopte votre raisonnement, Benedetti, c'est pas très français. Alors quand êtes-vous devenu français vous-même?
Sur quelle base? Alors, vous étiez catholique et blanc, d'accord, mais vous n'étiez pas français. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. Là où je suis d'accord avec vous, évidemment, que tout ce dont on a parlé tout à l'heure, ce ne sont pas des erreurs de politiciens naïfs, c'est une volonté délibérée qui est un mixte de clientélisme, c'est-à-dire de donner la nationalité au plus de monde possible en sachant qu'ils voteront du bon côté, c'est-à-dire socialiste. C'est un mix aussi, bien sûr, du bon, entre guillemets. C'est un mix, bien sûr, du mondialisme. Évidemment que le multiculturalisme, c'est fait pour quoi? Pour détruire les nations de l'intérieur, les rendre plus faibles. Et Macron est l'exemple, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Détruire les nations, les valeurs, les racines, les repères, tout, pour que la nation n'ait plus aucun intérêt et qu'on puisse la diluer dans un bain mondialiste. Donc tout ça, ce ne sont pas des erreurs, c'est une volonté délibérée. Bon. Mais moi, ce que je proposais, alors que j'ai entendu cette espèce de double étage de citoyenneté, de nationalité, je suis parfaitement contre. En revanche, et là ça va peut-être être contradictoire, je crois que le droit du sol, et je crois que Franck, tu pourras nous le dire, je ne sais même pas quand est-ce que ça a été instauré en France, à mon avis, c'est sous Napoléon. Non, 1884. Ah oui, donc c'est bien après, ok. Donc moi je crois qu'il y a des périodes où peut-être qu'un État, c'est quoi la vocation d'un État et des gouvernants d'un État et d'une nation et d'un pays? C'est de toujours, qu'on le veuille ou non, en théorie, veiller à l'intérêt de son pays et de son peuple. C'est-à-dire que si à un moment donné, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau économique, il y a ou un manque de main-d'œuvre, ou un espèce d'embourgeoisement, c'est un peu la légende, hein, on dit que les Français ne voulaient plus travailler. Je pense que c'est vrai d'ailleurs, un petit peu. On avait besoin de main-d'œuvre, ok, pour l'intérêt du pays, on fait venir des travailleurs immigrés. Okay. Mais aujourd'hui, concernant le droit du sol, c'est complètement délirant. Il y a même des cas à Mayotte qui sont hallucinants. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui, vous savez tous, qui viennent juste accoucher, hop, l'enfant est français. Alors l'enfant, il n'a rien fait, le pauvre, hein, il vient d'arriver. Mais le droit du sol doit être complètement reformaté. Ça n'est plus possible aujourd'hui, quand on sait qu'il y a entre 30 et 35% de nouvelles naissances qui sont extra-européennes. On ne peut plus, il faut revenir en arrière, c'est dur, mais au moins arrêter. Et il faut revenir sur le droit du sol. Donc là-dessus, je suis d'accord avec M. Benedetti, mais pas de faire deux étages. Un étage, ou français ou pas français, mais pas une catégorie de français, je trouve. Walter ou M. Harris, une réaction? Je vais répondre. Déjà, première chose, M. Benedetti, vous ne me connaissez pas, je suis un grand taquin. Donc, je vous ai taquiné avec votre patronyme, mais juste pour signaler que des fois, les nationalités, c'est aléatoire. Je crois que, de mémoire, Napoléon, à 2 ans près, il était italien. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez pris des références qui étaient un petit peu décalées, je trouve, et je trouve que c'était un peu décalé par rapport à notre débat, le fait de sous-citoyens, etc. Là, ce que vous venez de dire, je trouve, excusez-moi. Pas des sous-citoyens, c'est citoyens différents. Oui, bon, d'accord. Enfin, on est musulman, on est différent de cet élément déterminant qu'est la chrétienté. D'accord, donc des sous-citoyens. Juste pour revenir sur la remigration, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, parce que, excusez-moi, ça ne tient pas debout 2 minutes. Déjà, vous appelez à la guerre civile. Moi, je croyais que c'était Zemmour qui appelait à la guerre civile. Finalement, c'est Soral et vous, si j'ai bien compris. Et vous demandez à ce que les gens trahissent leurs racines, trahissent leur famille, trahissent leur religion pour être ensuite bien traités par vous parce que vous avez beaucoup d'honneur. C'est un truc de fou, déjà. Et d'autre part, quand vous osez dire, pas de problème, c'est une volonté politique, on va envoyer 15 millions de personnes. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte le nombre de choses, alors là je vais rejoindre un raisonnement un petit peu gauchiste, le nombre de secteurs d'activité qui seraient en arrêt total. D'accord? Mais au-delà du côté économique qui est un détail, faire un tri, et j'ose le mot, un tri sélectif, c'est-à-dire déjà renvoyer les étrangers, délinquants, renvoyer les binationaux, délinquants, arrêter le regroupement familial, arrêter les naturalisations de gens sur des mariages, etc. Il y a toute une série de mesures, d'accord, remettre des vraies conditions pour le droit d'asile. Je vais prendre un exemple concret. Et là-dessus, je vais être presque d'accord avec M. Benedetti, bien qu'on n'ait pas parlé de ça. Quand j'entends Bellatar qui nous disait, pour les djihadistes, il faut les reprendre, ils sont français. Non, Bellatar, je lui ai dit, ils sont binationaux. Et je crois que ce pourquoi ils sont partis ressemble beaucoup plus à leur deuxième nationalité qu'à la nationalité française. Donc à un moment donné, la binationalité, de toute façon, je suis un petit peu d'accord avec Benedetti, je suis contre la binationalité. On ne peut pas revenir en arrière, c'est vrai que c'est compliqué, rétroactif. Mais la binationalité, il y a je crois, 35 ou 40% des pays qui n'acceptent pas la binationalité. On nous a mis dans la tête, c'était une évidence. Non, le droit du sol, c'est pareil, ce n'est pas des évidences. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais, en tout cas dans le programme JL, il y a des mesures hyper dures, mais jamais de la vie, on part du principe de la remigration
sans sélection. C'est-à-dire, ah, tu as un nom arabe, demain, oh, remigrer. Ça, c'est de la folie. D'abord, c'est impossible mathématiquement, financièrement, psychologiquement, c'est impossible à tous les niveaux. Alors moi, les gens qui vendent ça, je vois Renaud Camus, là, souvent, il nous parle de ça, grand remplacement, remigration, c'est du délire. C'est pour faire frétiller dans les chaumières. Il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Il y a des gens qui peuvent le croire. Par contre, on peut, alors ce ne sera pas 15 millions, je vais chiffrer comme ça au hasard, à mon avis 500 000, 800 000, en arrêtant bien sûr l'immigration, les entrées, et 800 000 qui foutent, excusez-moi, le bordel à tous les niveaux, et on y verra déjà beaucoup plus clair sans jeu de mots. Voilà, je crois qu'il ne faut pas aller non plus trop loin dans les délires. Que si demain vous commencez à dire on va renvoyer 1 ou 2 millions, ou pour prendre le chiffre de Walter, 500 000 Algériens en Algérie, vous pensez que les Algériens vont dire Amen? Vous pensez que les Anglais vont dire tout va bien? Vous pensez que les Américains vont applaudir? J'aimerais avoir votre avis là-dessus, Walter et M. Benedetti et Arispe. Alors, juste pour conclure un peu tout le débat en 2 secondes, en fait, la solution de GL, c'est beaucoup de ce que dit M. Arispe, c'est-à-dire du cas par cas, changer les lois. Alors, ne pas faire une remigration générale sans cause réelle et sérieuse, hein, si j'ose dire. Maintenant, quand tu dis, évidemment qu'on n'évitera pas des problèmes. La situation est tellement grave, et là-dessus, M. Benedetti a raison, on est tous conscients de ça. On est conscient des pourcentages, on est conscient du déséquilibre, on est conscient de tout ce que ça engendre derrière. Et on est conscient, on l'a même vu, quand Macron a voulu faire un petit peu pour une fois le dur, il s'est fait remettre en place par l'Algérie. C'est-à-dire qu'on est devenu un pays qui se soumettant à des chantages de n'importe quel pays. C'est-à-dire qu'on n'est plus la France, on n'est même pas le Luxembourg en termes de poids. C'est devenu honteux. Alors évidemment que ça va passer par des tensions extrêmes avec ces pays. Mais je n'ai pas évidemment toutes les informations, mais je suis certain qu'on a beaucoup de moyens de pression. Voilà. Donc, ça sera un dossier qui va durer 10 ans. Mais lesquels moyens de pression concrètement? L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Syrie, oui, c'est plus trop. Non, mais l'Algérie, par exemple, demain, tu vas dire au président algérien, bon, bah, demain, je vous renvoie 500 000 ou 2 millions d'Algériens. Il va être rigolé. Tu sais très bien que ça ne va pas se faire. D'abord, moi, je ne fais pas des chiffres comme ça. Ça sera au fur et à mesure. Au fur et à mesure des gens qui ne respecteront pas, au fur et à mesure des délinquants qui sortiront de prison, qui seront expulsés, la double peine, c'est la moindre des choses. Au fur et à mesure des déchéances de nationalité, c'est pas un truc d'un coup comme ça va se faire sur 10 ans, cette histoire. Mais au-delà de ça, là où il faut travailler, là-dessus je reviens aussi sur ce qu'a dit Adrien, il a raison, M. Arispe, c'est qu'en fait, tout part de l'éducation. On va maintenant revenir dur sur nos valeurs, nos racines et l'histoire de la France. On va faire comprendre plutôt à ces gens, qu'ils le veuillent ou non, je dis bien qu'ils le veuillent ou non, qu'au même titre que leurs pays qui ont tous des identités très fortes et qui n'acceptent aucune concession, rien du tout, on va devenir, nous, la France, avec une école républicaine, peu importe comment on l'appelle, en tout cas qui remet en avant les grandes heures de la France et qui arrête de faire de la repentance perpétuelle et de dire qu'on est les méchants de l'histoire et qu'on doit se demander pardon à tout le monde. Et évidemment qu'on va remettre à jour l'histoire qui a été déformée, on va remettre à jour la discipline, on va remettre à jour le fait qu'on ne peut pas se laisser dicter presque un programme d'histoire par une communauté qui est majoritaire dans toutes les classes aujourd'hui. Parce que quand M. Harris disait qu'on avait abandonné, c'est pas qu'on n'a pas essayé, pardon, c'est qu'on a abandonné parce que c'était plus possible. Il y a des classes où il y a 60-70% d'enfants qui sont de parents étrangers, extra-européens. Comment on va les assimiler? À l'époque, moi à mon époque à Marseille, dans un quartier populaire, il y avait peut-être 5-10% de la classe. On pouvait les assimiler, machin, ça allait. Mais quand ceux qu'on doit assimiler deviennent majoritaires, pourquoi voulez-vous qu'ils s'assimilent alors qu'ils sont majoritaires? Ils sont très bien entre eux. Donc on va essayer d'inverser tout ça, mais ça prendra 10 ans. Et il faudra éviter la guerre civile bien sûr. Mais dans tous les cas, la remigration générale juste sur un an est complètement farfelue. Et pour finir là-dessus, le grand remplacement, évidemment qu'il existe. Moi, je n'ai jamais nié qu'il existait. Le mot est mal choisi. Renaud Camus fait son commerce là-dessus parce que ça sonne bien. Mais ce n'est pas un remplacement. Un remplacement, c'est on tue quelqu'un, on met un autre. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une augmentation en pourcentage délirante d'extra-européens par rapport aux blancs, qui, ajouté à la natalité, qui est 2 fois ou 1 fois et demie plus importante chez ces populations-là, bah, c'est vrai que le chiffre augmente, mais ce n'est pas un remplacement. Le remplacement, ça donne une image vraiment de génocide. C'est ridicule de parler de génocide. C'est une augmentation en pourcentage, ça n'a quand même rien à voir. Donc, on ne s'en rend pas compte parce que les médias sont tellement vendus qu'on a l'impression qu'on est ultra minoritaire à vouloir retrouver une souveraineté. Je dirais même mieux, en ce qui concerne le GL, une triple souveraineté monétaire, nationale bien sûr, et populaire aussi, par la modification de la Ve République. Mais donc on est majoritaire. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que nous avons des médias qui sont vendus, qui nous vendent autre chose, les sondages sont truqués, donc on croit qu'on est minoritaire. Mais justement,
même si on est majoritaire, aujourd'hui, on n'a malheureusement pas les leviers. On est sous une dictature qui ne dit pas son nom, je crois que tout le monde l'a compris, on est trahi par toutes les institutions. Et moi, depuis longtemps, pas que moi d'ailleurs, on attend que l'armée se réveille, que l'armée comprenne que le coup d'État a déjà eu lieu en 2017 et qu'aujourd'hui, ça ne serait pas un coup d'État, ça serait une libération, une réparation d'un coup d'État et d'une démocratie kidnappée. Donc je suis d'accord aussi avec M. Benedetti, l'Europe, elle est en respiration artificielle. Moi, je crois qu'ils le savent, parce qu'eux, ils ont les vrais chiffres. Par exemple, les sondages, eux, ils savent que Macron est à 7 ou 8, il n'est pas à 24. Hein. Non, mais disons les choses. Bon, voilà. Oui, On a oui. tous des informations concordantes. Hein, on sait d'où ça vient. Bon. Donc, ils savent. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils reculent. On le voit avec la Covid. Ils font aucun pas en arrière. On est toujours sous contrôle sur un truc qui n'existe quasiment pas, on peut le dire. Donc, moi, ce que je crois, c'est que ça va aller à une explosion. On ne sait pas qu'est-ce qui ça va. Là, on sort un peu de l'immigration, si j'ose dire. Ça va aller vers une explosion qui ne sera pas une guerre civile, qui va être une révolte du peuple, même avec des immigrés, contre cette caste. Parce que nous sommes Oui, mais quand même alors, dirigés par... Walter, il y a un problème dans ce que tu dis et dans ce que vous dites également, Monsieur Benedetti. C'est qu'aujourd'hui, pour des raisons historiques, le parti contestataire, à tort ou à raison, de mon point de vue, à tort, même si je connais votre parcours, M. Benedetti, mais le parti considéré comme opposant au pouvoir en place, c'est le Front National, Rassemblement National. Le Rassemblement National a abandonné l'idée du Frexit, du retour à l'euro. Du moins, sur ces questions-là, Marine Le Pen est très frileuse. C'est la raison du départ de son ancien bras droit, Philippot. Ce qu'on constate également, c'est que tous les partis qui sont pro-Frexit font des scores minables aux élections. Et aujourd'hui, il y a une vague réelle ou pas, en tout cas une vague médiatique autour de Zemmour. Et Zemmour lui-même n'est pas pour le Frexit. Il est plutôt pour changer les choses de l'intérieur. Donc en fait, quand vous dites que les gens sont plutôt proches de vos idées, en tout cas d'un point de vue politique, ça ne se matérialise pas ni par les élections, ni par l'adhésion à des hommes forts. Parce qu'aujourd'hui, Asselineau, François Asselineau, Florian Philippot, voire même Nicolas Dupont-Aignan, dans les sondages cumulés, ça fait même pas 5%. Donc, Walter, lorsque tu dis que les gens pensent comme toi, je suis désolé, mais aux dernières élections régionales, ça c'est les chiffres, hein, c'est factuel, 12 sortants, 12 vainqueurs. Il n'y a aucun sortant qui a été sorti. À croire que les Français sont très contents de la situation dans laquelle nous sommes. Et dernier point pour finir, c'est marrant que tu parles de ce chiffre de Macron parce qu'on a tous des gens bien placés. Et moi, j'ai une source très, très bien placée au ministère de l'Intérieur. Alors, bien évidemment, avec toutes les précautions requises, mais l'information aujourd'hui assez officielle, enfin, en tout cas officieuse, c'est que dans les sondages réels faits par les services compétents, Emmanuel Macron se situe entre 6 et 8%. Et Marine Le Pen entre 20 et 22. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Moi, j'aimerais juste que M. Benedetti et Walter, puis après, M. Harris, s'il veut réagir là-dessus, comment vous pouvez vous considérer que les gens pensent comme vous, alors qu'à chaque élection, que ce soit les élections intermédiaires ou les élections majeures, les partis qui se disent pour le Frexit prennent des raclées. Et aujourd'hui, le moteur médiatique Éric Zemmour n'est pas lui-même pour le Frexit. Voilà, j'aimerais avoir votre avis entre cette dichotomie qui est vraiment apparente. Non, non, c'est un bon résumé de ce que nous vivons. Je suis assez d'accord sur tout ce qui vient d'être dit. À ce détail près que, juste pour te répondre, parce que tous les éléments ont été dit, évidemment qu'il y a une grosse abstention parce que les gens n'y croient plus. D'ailleurs, mon mouvement a commencé avec le hashtag Stop Politicien, construire autre chose, et quoi avant qui. Bon, donc on est un peu dans le truc, 4 ans plus tard, on s'aperçoit que, évidemment, que les gens ne croient plus aux politiciens. Et juste pour te répondre sur l'histoire du Frexit, c'est une erreur de croire que le Frexit fait 1%, c'est Asselineau qui fait 1%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qui le porte. Asselineau a un programme faussement patriote et qui est plus, en fait, au fond, communiste. Donc les gens qui regardent un peu le programme, ils voient, bon, le Frexit, c'est très bien, mais derrière, qu'est-ce que c'est? C'est du communisme, rapprochement avec la Chine, etc. Philippot n'a aucun charisme, il a un passé Rassemblement National, donc il ne pourra pas aller très loin. Moi, je crois qu'on peut porter un programme souverainiste, avec une sortie de l'œuvre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais avec un ton différent, avec un programme global différent, avec quelque chose qui peut vraiment faire créer un tsunami populaire et qui ne sortira pas des partis politiques. Hein, c'est un peu l'ambition ultime de GL. Bon, c'est un petit peu tard maintenant, mais c'était en tout cas le projet, à vrai dire, à la base. Ok, merci de vos réactions. Pour en revenir au concret et à demain, alors on a tous été dans les écoles de la République, si je ne m'abuse, en tout cas
voilà, je ne suis pas allé à l'école privée, la vraie, hein, l'école hors contrat. Dans le cas où demain, JL ou votre parti, M. Benedetti ou le vôtre, M. Harris, venait à prendre le pouvoir, est-ce que vous seriez pour la mise en place de ces trois choses à l'école? Parce que j'ai bien compris que pour vous trois, l'école est un enjeu majeur. Est-ce que vous seriez pour la mise en place de l'uniforme, du lever des couleurs le matin et avec la Marseillaise? Je vais répondre tout de suite. L'uniforme, c'est dans le programme. La Marseillaise, ce n'est pas prévu, mais c'est une bonne idée. Et je suis absolument pour ce genre de choses, pour refabriquer, on dit ça comme ça dans le programme, refabriquer des citoyens français et pas fabriquer des anti-citoyens ou des anti-France. Voilà, tout simplement. Donc, je suis pour ces trois choses. Alors, j'ai encore deux questions, parce que le débat touche à sa fin. Est-ce que chacun, voilà, ou si quelqu'un ne veut pas répondre, il ne répond pas. Est-ce que vous pourriez définir, vous l'avez fait tout à l'heure, vous, M. Benedetti, donc à moins de rajouter quelque chose, mais Walter et M. Harris, est-ce que vous pourriez définir pour vous ce qu'est être français? Alors, être français, alors ça va peut-être choquer M. Harris, mais pour moi, ça passe aussi par le sport. Alors, vous savez, des fois, c'est idiot, hein. Mais être content quand une équipe de France marque un but, quand on gagne une compétition, avoir des frissons. Vous pouvez rajouter le 12 juillet 98 si vous voulez comme date alors. Voilà, c'est bien. Sortir avec la foule où on a l'impression d'être tous ensemble voilà, autour. Ça, déjà, c'est une chose. Ensuite, évidemment, c'est voir l'histoire de France du bon côté et pas se martyriser toute la journée, voir la vérité et que tout ce que la France a amené au monde. Et je crois qu'être français, en ce qui me concerne, c'est être arrogant et chauvin. Je crois que le français, en théorie, il devrait être arrogant et chauvin. Voilà. On parle de l'arrogance française, mais justement, moi, je l'ai conceptualisé dans mon programme. Je leur dis, les gars, il faut que nous ayons l'arrogance citoyenne. Nous sommes français, nous devons être fiers et être arrogants, même si on est désagréable. Parce qu'à force de se soumettre depuis 40 ans à tout le monde, on est devenu presque honteux d'être français. Voilà. Donc, il faut retrouver cette fierté avec une arrogance second degré, quand même. Bon, voilà, donc être français, c'est un petit peu tout ça. Aimer la langue française, évidemment, aimer parler, aimer écrire. Il y en a qui aiment lire. Bon, moi, je préfère juste écrire que lire. Voilà, donc c'est beaucoup de choses, hein, c'est très difficile de définir. Mais en tout cas, respecter la France et l'aimer. Hein, on a quand même le pays, il faut dire la vérité, hein, vous savez que je suis chauvin, on a le plus beau pays du monde. Sur une surface pas énorme, on a tous les paysages possibles et imaginables sur le même pays, sans parler des dom-toms. Donc voilà. Donc la France est un jardin, c'est le phare du monde, hein, moi je crois, hein, mais il faudrait juste qu'on le redevienne. Une dernière question qui ne va pas porter sur le thème de l'immigration, plutôt pour l'élection présidentielle de 2022. Alors, comme vous le savez peut-être, en tout cas, je pense que Walter, tu le sais déjà, pour 2022, à titre personnel, je ne me prendrai pas, mais moi, je ne voterai pas, je vais m'abstenir. Et donc, la question que je vous pose, sans me dire pour qui vous allez voter, dans le cas où vous n'arrivez pas à obtenir les 500 signatures, est-ce que vous serez plutôt dans une optique d'abstention ou plutôt dans une optique de voter, quitte à voter pour ce que les gens considèrent le moindre mal ou voter par défaut pour être un grain de sable? Quelle va être votre attitude pour l'élection présidentielle? Moi, tout dépend du casting, mais si on se dirige vers le casting qu'on peut deviner aujourd'hui, on peut imaginer un deuxième tour Macron-Zemmour, si on se fie au sondage. Bon, c'est bien que c'est tout faux, mais on peut aussi imaginer un second tour Édouard Philippe, Marine Le Pen. En fait, tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous ces candidats, en tout cas ceux qui sont déclarés, hein, je ne parle pas de ceux qui sont déclarés ce matin, comme moi par exemple, dans mon salon, je pense que Zemmour est le moins pire. Pourquoi c'est le moins pire? Parce qu'évidemment qu'il appartient au système, évidemment qu'il est financé par les mêmes. Mais moi, je crois que justement, ces fameux mêmes, ces financiers, ont compris qu'il fallait lâcher un petit peu de l'Est, au moins sur un sujet, c'est-à-dire l'immigration, l'islamisation de la France. Donc, il fera la même politique, il ne sortira pas de l'euro, ça sera du mondialisme, on continuera à creuser la tombe de la France, mais au moins sur un sujet, peut-être qu'il y aura des choses symboliques qui se feront, alors qu'avec Macron, on est sûr que ça ne se fera pas. Voilà. Donc, ça veut dire que ça sera presque par désespoir, hein, parce qu'on n'aura pas le grand jour avec le grand réveil, on va dire, mais en tout cas, pour 2022, je ne crois pas qu'on puisse vraiment changer les choses, malheureusement. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est le mot de la fin. Donc, Monsieur Benedetti, Monsieur Harris, merci d'avoir participé. Walter, merci d'avoir participé. Donc, immigration, solutions et problèmes. Les trois intervenants ont plutôt été sur la même ligne pour constater qu'aujourd'hui, l'immigration posait problème. Il y a plutôt des divergences sur les solutions à apporter et quand il y a des points d'accord sur les solutions, c'est sur la manière de mettre en place ces solutions.
Je vous remercie d'avoir participé à ce débat qui a été de très bonne tenue. Et puis, je vous dis à très bientôt.